Vous savez, quand on observe une grande ville depuis un point à hauteur, on a l'impression d'un chaos, tout à fait naturel. Oui, un fourmillement. Voilà, des voitures qui circulent, des foules qui se croisent, des lumières qui clignotent un peu au hasard. Mais en fait, si on regarde de plus près, on réalise que l'ingénierie des routes, la synchronisation des feux de circulation, l'emplacement exact des trottoirs, tout est pensé. Tout est calculé, en effet. C'est ça, tout est structuré pour guider nos mouvements sans même que nous nous en rendions compte. C'est l'illusion de la spontanéité, en fait. Nous avons l'impression de flâner librement, alors qu'en réalité, nous évoluons dans un environnement dont l'architecture invisible dicte presque chacun de nos choix spatiaux. Exactement. Eh bien, la façon dont les institutions et les entreprises interagissent à nous au quotidien fonctionne exactement sur ce même principe. On se croit libre de choisir un produit, d'aimer une marque ou même de faire confiance à une organisation, mais on évolue dans une architecture psychologique invisible. Totalement invisible pour le grand public, ouais. Et c'est la révélation centrale du document, vraiment fascinant, que nous explorons aujourd'hui dans notre analyse détaillée. Je suis ravie de plonger là-dedans avec vous. Il s'agit d'un véritable support de cours académique de niveau master. Un cours de management, pour être précis. Oui, axé sur la communication institutionnelle et rédigé par Amani Zabero. C'est un texte qui porte les sceaux d'institutions de premier plan, comme l'École normale supérieure, l'Agence universitaire de la francophonie et l'Université Senghor. Et c'est important de le souligner, car ce n'est pas un simple article d'opinion, ni un énième livre gland de consultant en marketing. C'est une vraie synthèse technique. Un décryptage en profondeur de l'écosystème qui relie une entité à son environnement public. C'est un manuel de stratégie, en somme. C'est exactement ça. Ce cours a vraiment vocation à former les esprits à la gestion d'organisation. Il déconstruit la mécanique de l'influence pour montrer comment les images de marque sont littéralement fabriquées de toutes pièces. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Avant même d'aborder les outils pratiques que les entreprises utilisent pour nous atteindre, le cours pose une fondation essentielle. Pourquoi communiquent-elles en premier lieu? La question de base. Ben oui, bien sûr, il y a les raisons évidentes, hein, comme booster les ventes, élargir celles cibles ou se démarquer. D'ailleurs, petite note au passage pour notre auditoire, le document rappelle fermement que se démarquer ne signifie pas dénigrer, Ah oui, c'est crucial. La publicité comparative est strictement encadrée. voire interdite dans de nombreux contextes légaux qui sont abordés dans le texte. Mais bref, au-delà des ventes pures, le cours décrit une sorte de sainte trinité de l'influence. Oui, les trois niveaux psychologiques. Voilà, divisé en trois strates, le cognitif, l'affectif et le conatif. C'est le cœur du réacteur. La majorité des gens pensent que la communication d'entreprise sert uniquement à dire «achetez mon produit». C'est ce qu'on se dit tous, ouais. Mais ce cours démontre que le cerveau humain ne fonctionne pas du tout comme ça. Le premier niveau, le cognitif, c'est la pure transmission d'informations. C'est simplement faire connaître l'existence de l'entreprise. Et en lisant cette partie, j'ai tout de suite pensé à la dynamique d'une rencontre amoureuse, en fait. Une rencontre, Ah ah, comment ça? le niveau cognitif, c'est simplement le fait d'entrer dans une pièce et de s'assurer que la personne qu'on veut séduire a remarqué notre présence. On ne peut rien construire si l'autre ignore complètement qu'on existe. Ah, je vois, oui. Ensuite vient le niveau affectif, donc faire aimer. On essaye de plaire, de partager des valeurs, de créer un lien social, d'être sympa, quoi. Et enfin, le conatif, c'est le passage à l'action. L'invitation à boire un verre, ou dans notre cas, l'acte d'achat. L'analogie est très pertinente. Mais ce qui est fascinant ici, c'est l'ordre obligatoire de ces étapes, et surtout la mécanique de défense du cerveau face à ça. C'est-à-dire? Demandez-vous pourquoi une entreprise ne peut pas simplement sauter à l'étape conative, donc l'action, et exiger l'achat directement. Parce que ça ne marche pas. Oui, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que neurologiquement et psychologiquement, le cerveau humain perçoit une demande d'action non méritée comme une menace. Oh, waouh. Une menace carrément. Absolument. Si un inconnu dans la rue vous demande soudainement de lui donner de l'argent ou de signer un contrat, le réflexe immédiat, c'est le rejet. Le risque perçu est beaucoup trop grand. C'est la fameuse friction. Exactement. Le niveau affectif, cette phase où l'entreprise cherche à se faire aimer, ce n'est pas qu'une question de vanité ou de faire joli, c'est une véritable stratégie de réduction des risques. Donc on rassure le cerveau. C'est ça, en créant un capital sympathie, en associant la marque à des valeurs ou des émotions très positives, l'entreprise abasse les barrières de méfiance du consommateur. D'accord. L'action conative ne devient possible que lorsque ce pont de la confiance affective a été solidement bâti, sur les fondations cognitives bien sûr. C'est super clair.
Et c'est ce qui explique ces publicités télévisées étranges, vous savez, où l'on voit une histoire magnifique, très émouvante ou super drôle, et on découvre le logo de la marque à la toute dernière seconde. Oui, le classique du storytelling. Voilà, ils ne cherchent pas à nous informer sur les caractéristiques d'une voiture ou la composition d'un parfum. Ils font du matraquage affectif pur pour abaisser notre garde. Parfaitement. Ils savent que le produit en lui-même ne justifie pas l'action. C'est l'émotion associée au produit qui va déclencher le comportement. Mais bâtir cette connexion psychologique ne sert à rien si on ne sait pas précisément qui on cherche à séduire. C'est la question des cibles. Oui, et c'est là que le cours m'a vraiment surprise. Quand on pense communication externe, on imagine tout de suite le client final, le consommateur. Mais la liste des cibles dans ce document est incroyablement large. Elle est exhaustive, oui. On y trouve les fournisseurs, les distributeurs, les journalistes, les pouvoirs publics et même les actionnaires ou les avocats. Ce qui est logique. C'est le passage d'une vision purement commerciale à une vision diplomatique de l'entreprise. Diplomatique, ouais. Oui, l'organisation est vue comme une entité politique qui doit gérer ses relations avec de multiples États voisins, en quelque sorte. Rassurer un fournisseur sur sa solvabilité nécessite une communication totalement différente de celle destinée à séduire un nouveau client. Attendez, je veux bien que l'on communique différemment selon la cible, mais le cours va très loin. Il affirme que, je cite, tout est image. Tout à fait. Tout est image. Il inclut le logo, le papier en tête, le site web, ça je suis d'accord. Mais il liste aussi la santé financière, les méthodes de recrutement et même les méthodes de recouvrement des créances. Et c'est un point capital. J'avoue que j'ai bloqué là-dessus. Une méthode de recouvrement ou la comptabilité, c'est de la communication externe. Un service contentieux qui réclame des factures impayées, c'est de l'administration interne et souvent très austère. Comment on peut considérer ça comme de la communication externe, au même titre qu'une campagne d'affichage? Si l'on relie cela à la vision globale de l'écosystème institutionnel dont parle l'auteur, c'est en réalité la forme de communication la plus puissante qui soit. Ah oui. L'erreur fondamentale, c'est de croire que la communication s'arrête aux portes du département marketing. La communication, c'est l'empreinte globale de l'entreprise dans le réel. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, imaginez une grande entreprise qui investit des millions dans une campagne publicitaire nationale. Le message est super humaniste, axé sur la bienveillance, l'esprit de famille, le soutien aux plus fragiles. Livraison ou un client a un retard de paiement, cette même entreprise utilise des cabinets de recouvrement aux méthodes brutales, proches du harcèlement. Oula, la dissonance cognitive totale. Absolument. Et que se passe-t-il? Les avocats, les juges, les journalistes économiques et finalement les syndicats vont observer ces méthodes de recouvrement. C'est cette action précise qui deviendra la véritable communication perçue par ce public-là. Les actes parlent plus fort que les mots. Toujours. Les actes sont toujours plus bruyants que les slogans. Un logo moderne et épuré ne masquera jamais bien longtemps des méthodes de recrutement humiliantes ou une santé financière désastreuse. Le cours nous rappelle avec justesse que l'entreprise n'a pas de bouton off. Elle émet tout le temps. Elle émet des signaux en permanence, même via ses départements les plus bureaucratiques. C'est un peu vertigineux quand on y pense. L'entreprise est sur une scène de théâtre 24 heures sur 24. Et même les machinistes en coulisses font partie du spectacle. C'est une excellente métaphore. Alors, une fois que cette identité globale est comprise, comment la distribue-t-on? Le cours détaille tout un arsenal tactique, des outils, et au début, je dois avouer que ça m'a semblé être le b.a.-ba du marketing. C'est-à-dire, Des cartes de visite, des plaquettes, des sites internet. Et qu'est-il de si ingénieux là-dedans? mais ce n'est pas l'outil en lui-même qui est ingénieux, c'est la mécanique psychologique appliquée à son utilisation. Prenez la plaquette d'entreprise abordée dans le cours. Oui, justement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le cours ne se contente pas de dire « faites une belle brochure ». Non, il va beaucoup plus loin. Il donne des directives extrêmement précises sur la mise en forme, il recommande de privilégier le gras, l'italique et surtout d'utiliser des verbes à l'impératif et au présent de l'indicatif. Oui, des choix linguistiques très ciblés. Et mieux encore, l'auteur insiste sur le fait que dans notre culture, l'œil lit de gauche à droite et de haut en bas, et que la maquette doit se soumettre à ce trajet rétinien. On utilise littéralement la biologie de l'œil humain pour faire passer un message. C'est l'illustration parfaite de l'ingénierie de persuasion dont nous parlions. L'objectif n'est pas de faire de l'art abstrait, mais de réduire ce qu'on appelle la charge cognitive. La charge cognitive, ouais. En alignant les informations cruciales sur le chemin naturel des mouvements saccadiques de l'œil, l'entreprise s'assure que le cerveau du lecteur absorbe l'argumentaire sans aucun effort conscient.
c'est fluide. Et pour l'usage de l'impératif, Quant à l'usage de l'impératif, ce n'est pas une simple règle de style. c'est pour forcer ce fameux niveau conatif, l'action, non? Oui, l'impératif, lorsqu'il est bien utilisé, contourne en partie l'esprit critique en instaurant une forme d'autorité bienveillante. Le cerveau est programmé pour suivre des instructions claires lorsqu'elles sont présentées dans un environnement visuel rassurant. C'est subtil mais redoutablement efficace. Très efficace, oui. Et le cours applique ce même pragmatisme froid au numérique. Il parle du site Internet comme d'une, je cite, bibliothèque virtuelle. Mais il souligne que la beauté du site importe peu si le référencement n'est pas optimisé. Le fameux SEO. Et voilà, on peut avoir la plus belle identité visuelle du monde. Si les algorithmes des moteurs de recherche ne vous classent pas, vous n'existez tout simplement pas. La stratégie repose sur du code invisible, Le référencement est l'équivalent moderne de l'emplacement d'une boutique physique. c'est-à-dire Eh bien, vous pouvez vendre les meilleurs produits du monde. Si votre magasin est situé au fond d'une ruelle sombre, où personne ne passe, vous ferez faillite. Le cours rappelle aux futurs managers que la technique invisible prime très souvent sur l'esthétique visible. c'est implacable. Il y a un autre point dans cette boîte à outils sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, car il résonne beaucoup avec notre quotidien. C'est la différence entre le sponsoring et le mécénat. Ah, un grand classique. Oui, on a tendance à utiliser les deux mots de manière interchangeable dans la vie de tous les jours. C'est une confusion fréquente, mais stratégiquement, ce sont deux planètes totalement différentes. Le cours définit le sponsoring comme une transaction commerciale claire, un partenariat gagnant-gagnant. On donne de l'argent pour qu'on nous voit. Exactement. L'entreprise paie et en échange, elle obtient une visibilité directe. Le logo sur le maillot de football, le nom de la marque associé à un tournoi de tennis. Le retour sur investissement est calculé, on vise la notoriété immédiate, donc le niveau cognitif. Faire connaître. Voilà. Alors que le mécénat, selon le texte, est un soutien sans aucun but commercial, du moins en apparence. C'est là toute la subtilité. Il s'agit de financer la culture, l'art ou des causes humanitaires. Et là, pour ceux qui nous écoutent, pensez à cette grande banque qui finance une exposition d'art contemporain au musée de votre ville. Un exemple très parlant. Il n'y a pas de publicité pour leur taux de crédit à l'entrée du musée? On pourrait se dire qu'ils sont juste généreux, amoureux de l'art. Mais en réalité, selon la grille de lecture de ce cours, c'est une manœuvre de haute précision sur le niveau affectif. Parfaitement résumé. La banque sait très bien que le public de cette exposition d'art contemporain comprend potentiellement des décideurs politiques locaux, des chefs d'entreprise ou de futurs cadres à haut potentiel qu'elle voudra recruter plus tard. Donc elle se place. Oui, par le mécénat, l'entreprise s'achète une aura, une respectabilité citoyenne incontestable. Elle bénéficie de ce qu'on appelle l'effet de halo du musée pour polir son image globale, sans jamais avoir l'air de vendre quoi que ce soit. C'est brillant. Mais voilà le problème qui m'est apparu en lisant tout ça. Quel problème, Evelyne? Eh bien, on a des objectifs psychologiques complexes, des dizaines de cibles différentes et des outils allant du choix du gras sur une plaquette au financement de musées. Si on laisse un manager lancer tout ça en même temps, c'est le chaos absolu. Ah oui, c'est la cacophonie assurée. Il faut un chef d'orchestre. Et c'est là que le document aborde le plan de communication externe. Il présente une série d'axes stratégiques, 7 en tout, allant du diagnostic initial jusqu'au budget. Et au lieu de simplement lister ces étapes, ce qui m'a frappé, c'est leur interdépendance stricte. C'est le nœud du problème pour toute organisation. Avoir les bons outils ne sert rigoureusement à rien si on les utilise dans le mauvais ordre. La structure avant tout. Oui, l'approche décrite par Amani Zaberou est implacable là-dessus. On ne commence jamais, au grand jamais, par choisir un outil. On ne dit pas on va faire une page Facebook. Surtout pas. On commence par le diagnostic. Quelles sont nos forceurs? Quelles sont nos faiblesses réelles face à la concurrence? C'est seulement de cette introspection que peut naître un positionnement crédible pour se différencier. Et ensuite, on fixe les objectifs et on cible. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Ça m'a fait penser à une campagne militaire ou même à une campagne présidentielle avec cette notion de cœur de cible que le texte met en avant. Le cœur de cible, oui, c'est vital. Le cours précise que c'est là qu'on doit concentrer l'essentiel du budget. C'est exactement comme un candidat à la présidentielle qui concentre 80% de ses ressources et de son temps de parole sur quelques régions clés, les fameux swing states. C'est une très bonne image. On ne disperse pas ses troupes au hasard, on identifie le point de bascule géographique ou démographique par exemple, les femmes de 35 à 40 ans ou les grands sportifs, et on frappe avec précision. La métaphore est très juste. L'allocation des ressources sous contrainte est l'essence même de la stratégie. D'ailleurs, cela soulève une question importante sur la cohérence de l'ensemble. Comment ça?
Eh bien, comment s'assurer que l'édifice ne s'effondre pas en cours de route? Parce que si l'on suit le processus du cours, chaque étape dicte rigoureusement la suivante. Vous avez votre diagnostic qui définit votre positionnement. D'accord. Ce positionnement définit vos objectifs qui dictent votre cible. La cible exige un message précis, véhiculé par des moyens spécifiques. Le tout financé par un budget. C'est un jeu de domino, en fait. Exactement. Et la stratégie, en fin de compte, ce n'est pas seulement décider ce que l'on va faire, c'est avoir le courage de choisir ce que l'on ne va pas faire. Un exemple pour illustrer ça? Bien sûr, imaginez une entreprise technologique dont le diagnostic révèle d'excellents produits, mais un énorme déficit d'image de marque. Elle décide d'adopter un positionnement de luxe. Elle définit ses objectifs et cible une clientèle aisée. Son message promet l'exclusivité. Jusque-là, la logique est respectée. Oui, mais arrive l'étape des moyens et du budget. Si cette entreprise n'a pas les moyens financiers de s'offrir les canaux de communication du luxe, comme des ambassadeurs de renom ou des événements très fermés, et qu'elle finit par diffuser son message exclusif via des prospectus bon marché distribués dans la rue, Aïe! et oui, tout le travail psychologique s'effondre, le support contredit complètement le message. Le niveau cognitif est atteint, on connaît la marque, mais le niveau affectif est détruit par l'incohérence. Le prospectus cheap tue le message de luxe. C'est ça, le cours insiste lourdement sur cette fameuse adéquation. Chaque maillon de la chaîne doit valider les autres, sinon c'est un échec. Ça demande une discipline de fer. C'est fascinant de voir comment ce cours académique réussit à modéliser la psychologie humaine à l'échelle industrielle. C'est une science très précise. Pour notre auditoire, s'il y avait une chose à retenir de cette exploration du jour, c'est que la lecture de ce document nous donne en quelque sorte des lunettes à rayons X pour décoder notre environnement. Des lunettes à rayons X, c'est bien dit. À partir de maintenant, quand ceux qui nous écoutent se promèneront dans la rue, regarderont une publicité ou navigueront sur un site web, ils ne verront plus les choses de la même manière. En effet, derrière la couleur d'un logo, derrière l'utilisation de l'impératif sur une page d'accueil ou derrière le sponsoring d'un événement sportif local, il n'y a pas de hasard. Tout est calculé. Tout est le fruit d'un diagnostic, d'un ciblage chirurgical et d'une volonté délibérée de pirater notre processus cognitif pour gagner notre confiance avant de solliciter notre portefeuille. L'illusion de la spontanéité s'évapore au profit de la mécanique. Et pour terminer, il y a une réflexion tout à fait inédite qui m'est venue en digérant ces sources et que je voudrais soumettre à la réflexion de tous aujourd'hui. Je vous écoute. Le cours a été catégorique. Absolument, tout est image. L'entreprise communique en permanence, par ses publicités bien sûr, mais aussi par ses actes, son recrutement, ses finances. C'est un émetteur qui ne s'éteint jamais. Le silence absolu n'existe pas dans la communication institutionnelle, c'est un fait. Et c'est justement là que réside le paradoxe. Pensez à une entreprise qui traverse une crise majeure, un scandale sanitaire ou financier, et qui décide stratégiquement d'adopter un silence radio total. Le fameux no comment. Voilà, pas de communiqué, pas d'interview, le mutisme complet. Si l'on accepte la règle d'Aman Isabeirou selon laquelle tout acte est communication, que communique exactement ce silence? C'est une excellente question. Si la grammaire ou la typographie d'une brochure sont des outils de persuasion calculés pour influencer nos cerveaux, le choix délibéré du silence n'est-il pas, au final, l'outil le plus lourd de sens et peut-être le plus assourdissant de tous? Le silence comme message ultime. Exactement. Je laisse ceux qui nous écoutent méditer là-dessus. À très vite pour une nouvelle plongée dans les sources.